Bonjour, bienvenue au nom de Etika Attaque Luxembourg et de l'initiative luxembourgeoise pour le devoir de vigilance. Nous sommes très heureux de commencer cette année sur la question justement donc de la responsabilité juridique des multinationales, non seulement dans les pays où elles ont leur siège, mais également dans tous les pays où elles sont actives, donc y compris dans les pays dits en voie de développement. Et donc on est particulièrement content donc, de recevoir Olivier Petitjean qui travaille donc pour l'Observatoire des multinationales et donc qui a sorti l'année dernière ce petit livre qui explique comment cette initiative a pu réussir malgré donc c'est en clair comment un projet de loi a pu être voté dans la législation française pour donc imposer simplement à des multinationales de respecter les réglementations sociales, environnementales, etc., etc. Et donc, voilà, on est vraiment content de le recevoir parce que c'est un sujet important pour nous. Bien que le Luxembourg soit un pays de taille modeste, il a de nombreuses transnationales qui sont présentes ici, soit parce qu'ils ont de nombreux salariés comme Amazon ou Arcelor, soit parce qu'ils ont une présence vis-à-vis d'une holding. Mais donc on est important que ce sujet soit aussi porté ici sur la place luxembourgeoise. Et donc sans plus attendre, je lui cède la parole. Et bien sûr, après, il y aura les séances de questions-réponses et les dédicaces pour le livre. Voilà. Je vous remercie. Merci. Alors, je suis très content d'être ici. Je m'excuse du retard au démarrage. C'était un hommage au fait que je suis français, qu'en général, on commence les conférences un quart d'heure en retard, le quart d'heure réglementaire. Je suis très content aussi de présenter ce livre dans un contexte luxembourgeois où vous envisagez aussi d'élaborer une loi similaire. Donc, c'est précisément la raison pour laquelle ce livre a été écrit, pour partager l'expérience et essayer de la diffuser à la fois dans d'autres pays et sur d'autres sujets en France. Alors une précision, ce livre, c'est moi qui l'ai signé, donc je suis journaliste à la base, comme ça a été dit, mais c'est quand même un livre qui a un petit côté institutionnel, parce que c'est un livre qui a été rédigé et publié en partenariat avec plusieurs associations françaises qui ont été porteuses de la loi sur le devoir de vigilance. Donc en même temps, c'est moi qui la signe, mais en même temps, c'est un peu une volonté collective de dresser le bilan collectif de l'histoire de cette loi. Cette loi sur le devoir de vigilance donc, a été adoptée définitivement en mars 2017, au bout d'un long parcours procédural et parlementaire, et plus que parlementaire, sur laquelle je reviendrai brièvement. C'est une loi qui est petite par certains aspects. C'est une loi qui est petite déjà par sa taille. Quand on la compare à la loi sur les retraites actuellement en discussion en France, c'est une toute petite loi qui tient en 3 paragraphes. C'est une loi petite aussi parce qu'elle cible un point très précis, un nœud très précis, vraiment, mais qui est décisif dès qu'on parle de questions de multinationales et de responsabilité juridique des multinationales, qui est celle de la responsabilité des sociétés mères et des donneuses d'ordre par rapport à leurs filiales et sous-traitants. Je reviendrai en détail là-dessus parce que c'est évidemment un point critique. Mais c'est aussi une loi très grande parce que justement elle touche un peu au nerf de la guerre, de la manière dont sont structurées les multinationales aujourd'hui. Et c'est une loi qui est très grande parce qu'elle cristallise, et c'est un peu ça l'histoire que nous tentons de raconter dans ce livre, elle cristallise en fait énormément de choses, à la fois sur les multinationales aujourd'hui, leur pouvoir et comment elles parviennent à échapper à la responsabilité juridique et plus que juridique quant à leurs impacts sur l'environnement, les travailleurs, etc. Et à la fois sur, et ça c'est aussi un point qui je pense c'est une histoire très française que je raconte, mais d'une certaine manière les leçons sont valables sans doute au Luxembourg, elles sont valables aussi au niveau européen, sur comment se fabrique concrètement la loi aujourd'hui et quelle marge de manœuvre il reste pour la société civile, les parlementaires, pour pousser des lois d'intérêt général. Donc je vais essayer de ne pas être trop long parce que je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est d'échanger, de répondre à vos questions, mais je voudrais souligner quelques points à la fois en quoi cette loi est importante, malgré sa petite taille, comme j'ai dit, à la fois sur le fond et sur la forme. Alors sur le fond, comme je l'ai dit, cette loi, elle cible un nœud qui peut paraître une question un peu technique, un peu absconse, un peu secondaire presque, qui est la question de la responsabilité des sociétés mères vis-à-vis de leurs filiales et des donneurs d'ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants. Mais en fait, c'est vraiment le nerf de la guerre de comment fonctionnent les multinationales aujourd'hui.
Quand on pense multinationale, on pense à Apple par exemple, ou BNP Paribas, pour prendre un cas qui est un peu plus pertinent ici. On imagine, c'est clair pour tout le monde que dans la réalité, c'est une entité cohérente, qui a une stratégie cohérente, une direction cohérente. Mais du point de vue du droit, c'est pas du tout, c'est totalement différent. C'est une multitude de sociétés, souvent plusieurs centaines de filiales un peu partout dans le monde, et qui ont des liens en cascade, un peu croisés, qui se retournent dans tous les sens, et qui sont des liens purement juridiques, voire contractuels ou capitalistiques, qui font que dans le monde du droit, on ne peut pas théoriquement mettre en cause une société mère, donc le siège de BNP Paribas à Paris, pour ce que fait une filiale de BNP Paribas au Luxembourg ou dans un pays du Sud, dans un pays d'Afrique où BNP Paribas est la banque personnelle d'un gouvernement ou d'un dictateur, etc. Et pareil pour des atteintes à l'environnement. Et donc ça, c'est un enjeu qui a été identifié dès les années 1970 par les gens qui s'intéressaient à l'essor des multinationales et au besoin de faire évoluer le droit pour répondre à cette nouvelle réalité des multinationales. Et dès les années 70, il a été proposé de faire évoluer le droit international, de créer des nouveaux instruments juridiques pour justement responsabiliser les sociétés mères tout en haut de l'échelle pour ce qui se passait sur leur spectre d'influence. Mais il y a eu, depuis le début, il y a eu une opposition justement de ces multinationales, des milieux d'affaires et aussi des gouvernements, notamment des États-Unis, mais plus largement de tous les pays où ces multinationales ont leur siège. Et en un sens, cette loi française, elle est importante parce que ça a quand même été la première fois, depuis les années 70, il y a eu des efforts répétés qui ont échoué, je ne vais pas revenir sur le détail de l'histoire, la première fois qu'on a réussi d'une certaine manière, d'une manière un petit peu contournée, je vais y revenir, à faire lever ce verrou, qui est vraiment un point clé de la manière dont fonctionnent les multinationales et le pouvoir économique aujourd'hui. Alors, même en l'absence d'une législation, évidemment, pour revenir brièvement, il y a des avocats, des ONG qui ont essayé même en l'absence d'une législation spécifique comme le devoir de vigilance, de lancer des batailles juridiques contre les multinationales. Il y a plusieurs exemples très connus au niveau international qui montrent à quel point c'est difficile en l'absence d'une législation qui fait lever ce verrou. Je donne un premier exemple, c'est celui de la catastrophe de Bhopal en Inde. Donc en 1984, je crois, ou 83, donc à la fin de l'année, une gigantesque fuite de produits chimiques dans une usine à Bhopal, dans la ville de Bhopal en Inde, qui fait des centaines de morts et qui continue à faire des morts aujourd'hui du fait de la pollution engendrée. Et très tôt, les victimes, les ONG indiennes ont voulu se retourner contre le propriétaire ultime de l'usine, qui était une multinationale américaine qui s'appelait Union Carbide, qui maintenant a été rachetée par Dow et qui maintenant Dow a fusionné avec une autre multinationale. Et tout de suite, ils se sont heurtés au fait qu'ils n'arrivaient pas à mettre en cause les décideurs ultimes, qui étaient justement ces gens aux États-Unis. Et qu'ils ont essayé de les faire venir devant les tribunaux en Inde, ils ont toujours refusé de venir, etc. Et donc c'est une bataille juridique qui continue à ce jour et qui dure maintenant depuis 35 ans. Autre exemple, celui de Chevron en Équateur. Donc là, c'est des cas de pollution pétrolière dans la région amazonienne de l'Équateur dans les années 1960. Une pollution très grave. Les victimes aussi ont lancé une procédure juridique contre à l'époque c'était Texaco, donc qui a été racheté par Chevron. Donc on voit aussi l'évolution des multinationales par le jeu des fusions-acquisitions. Donc d'abord, ils ont été aux États-Unis, les tribunaux américains leur ont dit non, c'est en Équateur. Les Équateurs ne voulaient pas juger le cas. Ils ont fini par obtenir une procédure. Il y a eu une première décision, une deuxième décision, un appel contre appel. Ça a été jusqu'à la Cour suprême de l'Équateur, donc. Et ils ont obtenu une condamnation de Chevron à une amende record historique de 9,5 milliards de dollars pour ces faits de pollution et pour la restauration environnementale. Une victoire en apparence, sauf que, entre-temps, Chevron avait décidé de retirer tous ses actifs d'Équateur. Donc, pas moyen de faire appliquer la sentence. Donc, les plaignants ont dû ensuite lancer une bataille internationale en allant d'abord en Argentine, en utilisant les traités d'application des sentences interaméricains pour faire appliquer la sentence équatorienne en Argentine. Là encore, appel contre appel, ça n'a pas marché. Ils ont été au Canada, c'est en cours au Canada. En même temps, il y a une contre-procédure aux États-Unis lancée par Chevron. Donc, plus une procédure en arbitrage international. Donc, c'est vraiment un exemple typique de la bataille juridique que représente la responsabilisation des multinationales. Et le fait de ne pas pouvoir mettre en cause le décideur ultime, qui en ce cas-là était la direction de Chevron aux États-Unis. Et donc c'est précisément ça que vise la loi sur le devoir de vigilance. Alors,
je disais, cette loi, elle est petite parce que, telle qu'elle est formulée en France, dans le cas français, elle vise atteindre les atteintes graves à l'environnement, aux droits humains et à la sûreté des personnes. Donc vraiment des cas, des scandales, comme ces cas de pollution en Équateur, comme l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh. Donc je vous rappelle, en 2013, un immeuble dans la banlieue de Dhaka au Bangladesh s'effondre, qui abritait des ateliers textiles, qui fait un peu plus de 1100 morts. Et ces ateliers textiles travaillaient tous pour des multinationales occidentales et nord-américaines fabriquaient des vêtements, mais impossibilité, parce que c'était des sous-traitants, parce que les multinationales déniaient leurs responsabilités, impossibilité de mettre les donneurs d'ordre, en l'occurrence les multinationales, pour leurs responsabilités dans l'absence de sécurité de cet immeuble. Donc c'est des cas comme ça, mais en un sens, cette question de la responsabilité de la société mère, je pense que c'est important de voir qu'elle s'attaque à un principe d'irresponsabilité qui est plus général, et c'est pour ça que c'est crucial, qui est plus général que juste ces atteintes graves, c'est parce elle porte atteinte à une irresponsabilité des décideurs, des dirigeants, des actionnaires qui est inscrite dans le fonctionnement même des multinationales aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'au-delà de ces atteintes graves, c'est une loi qui a beaucoup intéressé les syndicats en France, et qui, je vais y revenir, qui ont beaucoup soutenu l'élaboration et l'adoption de cette loi, parce qu'elle permet aussi de couvrir des cas comme le recours à la sous-traitance de grands groupes français, à la fois à l'étranger, mais aussi en France même. Ça permet de s'assurer que, par exemple, les sous-traitants bénéficient des mêmes droits que les salariés de l'entreprise mère. Et ça permet aussi de renforcer le dialogue social au sein de l'entreprise. Donc, je m'attarde un peu, donc je vais abréger. Cette loi, elle est importante parce que, et ça c'était une découverte pour beaucoup de gens à mesure que cette loi a été portée par la société civile, débattue en France, c'est une découverte à quel point les multinationales instrumentalisent le droit. Et le terrain du droit, c'était un terrain tout nouveau pour beaucoup de militants associatifs, de journalistes qui ne connaissaient pas. Ils ont porté cette loi et ça leur a permis de prendre la mesure du détournement du droit en fait, qui est effectué par les multinationales. Alors les multinationales, elles détournent le droit d'une part en essayant d'y échapper. Elles le font en étant déjà transnationales, donc on se joue un peu des frontières administratives. Elles échappent au droit en créant des filiales dans d'autres administrations, dans d'autres juridictions, dans d'autres pays, pour externaliser certaines activités. Et elles se jouent du droit en délocalisant une partie de leur production pour dire maintenant c'est plus nous, c'est les sous-traitants. Donc c'est une première manière de se jouer du droit, mais elles instrumentalisent le droit aussi à travers en se façonnant un droit un peu favorable à leurs intérêts de diverses manières. Donc ça peut être les traités de libre-échange, de commerce et d'investissement dont on a beaucoup débattu en Europe. Ça peut être des droits spécifiques sur tel ou tel domaine environnemental ou fiscal, par exemple ici. Et donc c'est vraiment... Cette loi, ça a été une prise de conscience et un appel à la mobilisation pour occuper le terrain du droit que les multinationales savent occuper, mais qu'il est aussi possible de retourner contre elles. Et le troisième point sur le fond sur lequel je voudrais insister, c'est vraiment en fait la question de la responsabilité sociale des entreprises ou RSE. Donc comme j'ai dit, c'est pas nouveau que les multinationales sont critiquées pour leurs impacts sociaux et environnementaux. Ça fait depuis les années 70 et encore plus depuis les années 1990 avec l'essor de la mondialisation, de longues chaînes d'approvisionnement dans le secteur textile, etc. Et dans les années 90, la principale cible de ces campagnes, c'était par exemple la multinationale américaine Nike. Il y a eu des grandes campagnes contre les sweatshops, les conditions de travail dans les ateliers en Asie pour fabriquer des ballons, des chaussures, etc. Et la réponse standard qui était inventée à l'époque par Nike et d'autres multinationales américaines, c'était la RSE, la Corporate Social Responsibility, et toute une série d'outils, donc les codes de conduite, les chartes éthiques, les audits sociaux dans les usines, etc., qui étaient une réponse aux critiques, mais aussi une manière d'échapper à leurs responsabilités, de plus en plus. Et la RSE, en tout cas c'est un peu un diagnostic partagé de beaucoup d'associations françaises, c'est que c'est devenu de plus en plus un voile en fait, qu'utilisent les multinationales pour échapper à une mise en cause juridique. À la limite c'est une forme de lobbying pour dire vous voyez, on fait ce qu'il faut, donc on s'occupe de tout et il n'y a pas besoin de s'occuper de nous. Et donc c'est un diagnostic qu'on a formulé qui est encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens même dans le milieu associatif qui n'aiment pas trop ça parce que la RSE, ça a longtemps été un progrès et ça reste un progrès à bien des égards, mais je pense qu'il ne faut pas non plus faut franchir l'étape supérieure sans rejeter évidemment tout ce qui a été fait dans le cadre du mouvement de la RSE. Et cette loi sur le devoir de vigilance, elle est intéressante parce qu'elle sait très bien jouer sur ce tableau en fait, parce qu'à la fois elle reprend le langage et les outils de la RSE, je vais y revenir.
en disant, mais en prenant la RSE au mot, en disant si effectivement vous, multinationales françaises, vous avez mis en place tous ces codes éthiques, si vous êtes déjà responsable, etc., cette loi, elle ne devrait pas vous faire peur, parce qu'il s'agit juste de vérifier que sur le terrain, la responsabilité, la réalité des pratiques suit. Et c'est là que cette loi, elle introduit un petit twist. Pardon, je n'ai pas le mot français en tête. Je disais au début que c'est une loi qui lève le voile, ce qu'on appelle le voile juridique, donc un peu ce nœud de la responsabilité des sociétés mères et des donneurs d'ordre, mais elle le fait de manière un peu contournée. Et c'est là qu'on entre dans la teneur de la loi, c'est qu'elle crée en fait un nouvel instrument qui un peu vise à incorporer tout ce qui vient de la RSE, qui s'appelle le plan de vigilance. Ce plan de vigilance, toutes les multinationales, à partir d'un certain seuil, on pourra y revenir, doivent le publier chaque année. Et dans ce plan de vigilance, entre autres choses, elles doivent identifier les risques d'atteinte grave à l'environnement, aux droits humains, à la sécurité des personnes. Et donc, cette première brique, en un sens, elle fait que reprendre tout ce qu'elle faisait dans le cadre de la RSE. Seulement, ce qui est décisif, c'est que la loi ajoute une deuxième brique, qui est la question de la mise en œuvre effective de ce plan de vigilance. Et c'est là qu'il peut y avoir mise en cause juridique de la multinationale. Non pas directement pour dire la multinationale est coupable parce que dans les faits, ses activités pétrolières ont occasionné une marée noire ou ses activités, ses commandes de t-shirts au Bangladesh ont occasionné des violations des droits des travailleurs, mais par le biais du plan de vigilance en montrant que la multinationale est coupable de n'avoir pas mis en œuvre effectivement son plan de vigilance. Et ça, c'est vraiment un point critique dans les débats autour de la loi juridique, on pourrait y revenir. Parce qu'un reproche qui a été souvent fait par les opposants à la loi, c'est que la loi crée une obligation de résultat, en disant, alors que les multinationales ne peuvent évidemment pas s'assurer que tout ce qu'elles feront toujours n'occasionnera pas des problèmes. Et les problèmes, ça arrive. Donc, et ça, juridiquement, c'était pas tenable, mais en même temps, on ne pouvait pas se contenter de rester sur une obligation de moyens, parce qu'à ce moment-là, on reste dans une logique qui est celle de la RSE, qui dit, bon, on a mis en place ce plan, on a mis en place ce code, donc c'est bon, on a mis les moyens, on ne s'inquiète pas de ce qui se passe réellement sur le terrain, c'est ce qu'on appelle box ticking, donc cocher des cases, qui est un peu malheureusement la limite de la RSE, donc un truc un peu superficiel mis en place au niveau des sièges sociaux. Là, on a introduit un truc un peu intermédiaire, mais qui est redoutable et qui est intéressant, parce qu'à la fois, on ne passe pas dans l'autre extrême, mais à la fois, on va plus loin que la RSE, qui est la mise en œuvre effective. Et par exemple, maintenant, sur les cas, par exemple, la première plainte qui a été déposée, je vais y revenir, contre Total, pour des projets pétroliers en Ouganda, ce qui est en cause, ce n'est pas tellement la pollution, l'atteinte à la biodiversité, mais la mise en œuvre effective du plan de vigilance de Total. Donc sur le fond, voilà, c'est les points sur lesquels je voulais insister. Maintenant, sur la forme, je pense que cette loi, elle est tout aussi importante et illustratrice. La première, c'est pour beaucoup d'ONG encore, des gens qui portaient la loi, syndicats, c'était une vraie découverte de comment s'élaborent les lois concrètement en France. Et je pense que, comme j'ai dit, ça va au-delà de la France. En France, on a tous appris, je pense que ça peut... potentiellement le cas ici aussi, la distinction classique de Montesquieu entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif, le Parlement élabore les lois, le pouvoir exécutif ne fait qu'appliquer les lois, et le pouvoir judiciaire, il sanctionne ceux qui ne respectent pas la loi. Sauf qu'en France, particulièrement, et dans le cadre de la Ve République particulièrement, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est 95% des lois, c'est les gouvernements, le ministère et les gouvernements qui les élaborent, et un petit 5% de lois qui sont élaborées concrètement à l'initiative des députés. Et si elles passent, c'est parce que le gouvernement le veut bien. Et je pense que ça vaut, la France est un petit peu caricaturale, mais je pense que c'est un constat qu'on peut faire. C'est une évolution de beaucoup de gouvernements en Europe, au Royaume-Uni, potentiellement au Luxembourg. Au niveau européen, c'est pareil, avec la Commission européenne et le pouvoir du Parlement européen, qui, même s'il a tendance à augmenter, reste limité de ce point de vue-là. Et ce qu'on constate aussi, c'est que de plus en plus, cette élaboration de la loi au sein du pouvoir exécutif, elle se fait sous influence et voire en collaboration étroite avec les milieux d'affaires. En France, le vrai pouvoir sur toutes ces questions, c'est le ministère des Finances, c'est Bercy, et il ne se cache pas du fait qu'ils sont en contact direct avec les lobbies, les grands lobbies économiques tous les jours. Ils consultent les grands lobbies économiques quand ils ont un projet de loi. À la limite, le MEDEF et l'AFEP, qui est le lobby du CAC 40 en France, ils ont connaissance des nouveaux projets de loi, des nouvelles idées, avant même que les parlementaires en aient connaissance. Et c'est un phénomène qu'on retrouve de la même manière au niveau européen. Souvent, les grands lobbies européens, ils ont connaissance des projets de la Commission avant les parlementaires européens. Et donc, cette fabrique de la loi, en collaboration étroite, évidemment, ça donne des lois un peu biaisées.
Et là, quand même, avec cette loi sur le devoir de vigilance, on a un exemple, un des cas rares, où on a réussi, par une conjonction de forces et une alliance à la fois au sein de la société civile, avec les syndicats et avec des parlementaires, bien sûr, à lever, à utiliser les marges d'opportunité qui restaient pour adopter une loi d'intérêt général qui non seulement faisait l'objet d'une forte opposition de la part des grands lobbies économiques, français et même internationaux, parce qu'il y a par exemple la Chambre de commerce américaine qui est intervenue dans le débat en France, et je pense que si au Luxembourg vous avancez dans la perspective d'une loi du même type, vous aurez immanquablement les grands lobbies américains qui viendront ici. Donc non seulement malgré l'opposition des milieux économiques, mais même une grande réticence de la part du gouvernement français, à la fois des ministères, parce que c'était pas dans leur culture, dans leur ADN idéologique de travailler comme ça, et à la fois aussi du gouvernement socialiste. Bon, vous connaissez, je pense, de l'extérieur toute l'histoire politique de la France entre 2012 et 2017. C'était pas l'option dominante, c'était quand même d'essayer de s'attirer les faveurs des entreprises à travers le pacte de compétitivité, etc. Et donc c'est une loi opposée par les grandes entreprises. C'était pas une priorité du tout pour le gouvernement. Et à l'époque où Emmanuel Macron, était ministre des Finances, qui était le cœur de les procédures parlementaires autour de cette loi, il était clairement opposé à la loi. Il a fallu qu'il entre en campagne présidentielle et soit remplacé par Michel Sapin pour que la loi soit finalement adoptée. Donc c'est un exemple. Donc j'insiste sur ça. On a réussi à utiliser les marges de manœuvre qui existaient. Comment on a réussi? Et c'est le deuxième aspect sur la forme sur lequel je voudrais insister. C'est vraiment cette idée d'une coalition. Donc c'est à la fois construire une coalition et savoir mener à bien stratégiquement. Là, donc la coalition, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, c'est une coalition qui a réussi à réunir à la fois la société civile avec différents angles. Donc il y avait des ONG plutôt environnementalistes, des ONG qui travaillaient sur les droits humains, d'autres qui travaillaient sur le développement, qui se sont mis ensemble, qui ont travaillé ensemble sur la durée. Il y avait le monde syndical qui est très tôt, parce qu'il y avait une structure de dialogue qui existait, qui a rejoint le mouvement et qui était intéressé par cette loi pour les raisons que j'ai dites. Et il y avait toute une partie du monde expert, académique, des juristes qui étaient intéressés, donc qui ont réussi à former cette coalition. Au niveau parlementaire, et donc il y a différents parlementaires de gauche qui ont formé un petit groupe qui ont mené la bataille sur la durée, et il fallait réussir à tenir, parce que donc cette loi elle a d'abord été présentée au tout début de la législature de François Hollande et de la majorité socialiste en France, c'est-à-dire en 2012. Le projet il a été mis sur la table de l'Assemblée début 2013 et il n'a été adopté qu'en mars 2017, c'est-à-dire très littéralement dans les dernières heures de cette législature. Donc il y a eu c'est un signe de l'opposition qu'il y a eu, mais aussi de la ténacité et de la capacité de la société civile et des députés et des syndicats à tenir sur la durée. Ils ont réussi, je pense que si ça a tenu, évidemment, ça tient des facteurs liés aux opportunités, au contexte. Il y a plusieurs facteurs qui ont aidé. Il y en a un, c'est qu'il y avait un exemple très clair qui est intervenu au moment, qui est le Rana Plaza dont j'ai déjà parlé. Donc cette loi, même si la loi a été élaborée avant la catastrophe du Rana Plaza, ça faisait une référence que tout le monde comprenait, ce qui n'est pas évident sur ces sujets. Donc c'est devenu la loi Rana Plaza. Et deuxièmement, il y avait une opportunité politique qui est liée aux élections de 2017. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles la loi a été adoptée, c'est parce que les socialistes qui étaient sur le point d'être confrontés à des élections qui ont été commencées désastreuses pour eux, avaient envie d'un marqueur à gauche. Et c'est pour ça qu'ils ont laissé passer cette loi. Mais dès le début, en fait, Dominique Potier, qui était un des députés socialistes qui est le plus porteur de cette loi, c'était dès 2013-2014, il avait dit cette loi, elle finira par passer parce qu'au bout d'un moment, les socialistes auront besoin d'un marqueur à gauche. Et il avait raison. Mais bon, donc il y a cette faculté de cohésion et cette faculté aussi de répondre, et je pense que dans mon livre je reviens plus en détail, mais il y a toute une série d'enseignements sur quand on a une campagne de la société civile, syndicale, face à le poids des intérêts économiques et l'imprégnation du pouvoir exécutif par ces intérêts économiques. Il y a toute une série d'enseignements sur la manière dont réussir à pousser des causes, des lois d'intérêt général, et aussi de ne pas se laisser intimider par la réponse typique de ces intérêts économiques et du pouvoir, qui est de refuser le débat, donc faire comme si c'était une histoire qui intéresse personne, et puis une histoire de farfelu, tiers-mondiste,
donc forcer le débat, et ça c'est vraiment une leçon forte, c'est qu'il fallait insister, frapper à la porte. C'est une image qui a été utilisée par les militants de l'ONG, qu'elles sont restées à la porte du ministère des Finances pendant 4 ans pour finir par passer la tête au bout d'un moment, au bout de 4 ans. Donc il y a une leçon, la ténacité paye malgré tout, même si c'est évidemment facile à dire. Et d'autant plus que c'est un contexte où, dès que le débat avait lieu, ça devenait plus tenable. Parce qu'évidemment, les grandes entreprises, elles n'allaient jamais dire non, ça ne nous intéresse pas, notre impact environnemental, ça ne nous concerne pas de ne pas respecter les droits humains. C'est pas tenable. Donc dès qu'on force le débat, on a d'une certaine manière gagné. En tout cas, on les met sur la défensive. Je vais conclure pour vous dire un peu où on en est de cette loi sur 3 points. D'abord, le plus évident, c'est qu'est-ce que ça a donné concrètement depuis l'adoption de cette loi en 2017. Donc, comme je l'ai dit, cette loi, elle repose sur un dispositif qui s'appelle le plan de vigilance. Donc, en 2017, la loi a été adoptée. En 2018, les entreprises, à partir d'un certain seuil, devaient toutes publier un plan de vigilance décrivant les risques d'atteinte aux droits humains et à l'environnement et les manières dont elles comptaient prévenir ces risques. Et à partir de 2019, donc l'année dernière, il devenait possible pour une diversité d'acteurs, des victimes, des syndicats, des ONG, des associations, des élus locaux, ou même des nationaux, de saisir la justice, soit pour dire attention, cette multinationale n'a pas fait son plan de vigilance comme elle le devait, soit pour dire attention, cette multinationale a fait un plan de vigilance, c'est n'importe quoi, c'est pas conforme à la loi. Soit, et là où ça devient un peu plus intéressant, c'est pour dire cette multinationale a fait un plan de vigilance, mais elle ne l'a pas mis en œuvre de manière adéquate, effective. Et regardez, en Ouganda, il y a des gens qui se font voler leurs terres et il y a des pollutions qui portent atteinte à la biodiversité, un parc national protégé, et c'est à cause de l'absence de mise en œuvre effective de ce plan de vigilance. Et donc, il faut condamner l'entreprise non seulement à remédier, à mettre en œuvre effectivement son plan de vigilance, mais éventuellement à dédommager les victimes de ces activités. Et c'est là où est le nerf de la guerre. Et donc, des procédures, il y en a 5 à ma connaissance à ce jour. Il y en a 2 depuis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle plainte qui a été déposée ce jour même en France. Il y en a 2 qui ont donné lieu à un dépôt de plainte. Elles visent toutes les 2 Total, l'entreprise pétrolière. La première, je l'ai déjà évoquée, elle vise un projet pétrolier en Ouganda, une plainte déposée par les Amis de la Terre, Survie et des ONG ougandaises. Et donc c'est un projet pétrolier qui pose des problèmes d'accaparement des terres pour laisser la place à l'exploitation et aussi de pollution. Et il y a eu une première audience en décembre et la décision doit être rendue le 30 janvier, donc très prochainement, sur une première étape qui est une demande par les ONG urgente, dans le cadre d'une procédure de référé, donc en urgence, que le juge demande à Total de mettre en suspens son projet pétrolier jusqu'à ce qu'elle ait remédié au problème d'atteinte à l'environnement, aux droits humains sur son projet pétrolier en Ouganda. Donc on verra, donc potentiellement, je le redis, les conséquences sont quand même énormes. Forcer une multinationale pétrolière à arrêter un projet, c'est presque du jamais vu. En tout cas, en France, c'est du jamais vu. Donc les conséquences sont énormes. On verra ce que ça donne jeudi. Ensuite, dans le cadre de la même procédure, il y aura aussi une procédure plus longue, non plus en urgence, mais sur le fond, pour demander compensation, etc. Mais ça, évidemment, ce sera une procédure plus longue. Et donc aujourd'hui, une deuxième procédure contre Total qui cible cette fois la question du climat. En fait, vous avez sûrement déjà entendu parler des procès climatiques qui ont été initiés dans plusieurs pays, ciblant soit des gouvernements, soit des multinationales aux États-Unis, aux Pays-Bas et dans d'autres pays. Et là, aujourd'hui, donc, des ONG et des élus locaux d'une douzaine, je crois, de villes françaises ont déposé plainte contre Total en utilisant cette loi, ce qui est évidemment dans d'autres pays, ils ont utilisé d'autres instruments législatifs pour dire que Total, en continuant à émettre des gaz à effet de serre, en ne réduisant pas drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre, portait de fait atteinte aux droits humains, à l'environnement, non seulement des villes françaises qui doivent remédier en construisant des infrastructures, etc., mais sur la planète dans son entier. Donc là encore, on verra ce que ça donne. Il y a 3 autres procédures. Il y en a une, c'est un peu du même type que la première, qui vise EDF sur des projets d'éoliennes au Mexique. Je ne reviens pas en détail, donc il y a aussi des accusations d'accaparement des terres pour construire des éoliennes. Et 2 procédures qui sont intéressantes parce qu'elles illustrent aussi justement la diversité de l'application, l'applicabilité de cette loi. Je le disais au début, c'est une loi qui vise un nœud, mais du coup elle vise large, parce qu'elle vise la responsabilité
cette question de la responsabilité de la société mère, mais dans un domaine très large. Et donc c'est des procédures initiées par des syndicats et des fédérations syndicales européennes ou internationales, il faudrait que je ne dise pas de bêtises, qui visent, la première vise une entreprise de centre d'appel française qui s'appelle Téléperformance, qui a des centres d'appel un peu partout dans le monde, donc sur la question des droits syndicaux, notamment en lien avec le fait que centre d'appel a le plus d'employés dans les pays les plus dangereux pour les syndicats, comme la Colombie par exemple. Et la deuxième vise, et ça c'est aussi un cas intéressant, une entreprise américaine qui s'appelle XPO Logistics, qui est sa filiale européenne en France, et donc il y a plus de 5000 salariés en France, c'est le seuil officiel, et sur les conditions de travail et de sous-traitance qu'on connaît dans le secteur du transport routier. Et donc là, ces deux procédures, on ne sait pas si elles donneront lieu à des plaintes, parce que clairement pour les syndicats, et c'est ça qu'il faut peut-être souligner pour finir, c'est évidemment faire condamner une multinationale, ce n'est pas le but ultime de cette loi. Le but ultime de cette loi pour les gens qui l'ont portée, c'est de se donner une nouvelle arme, un nouvel instrument pour convaincre les multinationales d'améliorer leurs pratiques ou éventuellement les forcer à améliorer leurs pratiques, que ce soit sur le terrain environnemental ou social. Et là, pour les syndicats qui ont initié ces procédures, clairement, c'était pour obtenir à la fois de Téléperformance qui s'assure du respect des droits des salariés dans leur centre d'appel partout dans le monde, et d'obtenir de XPO Logistics qui mettent fin au cas de sous-traitance problématique et qui assurent les droits des sous-traitants. Une autre, et dans le même, toujours dans la veine syndicale, un autre cas qui est intéressant de mentionner, et là c'est justement, ça ne passe pas par une procédure judiciaire du tout, c'est le cas d'Airbus, parce que je disais, les syndicats se sont intéressés à cette loi pour leur propre fin, et même pour la problématique, y compris en France même. Et donc les syndicats d'Airbus ont réussi, en arguant de cette loi et de loi de vigilance désormais consacrée par la loi, à obtenir de la direction d'Airbus, une de leurs revendications qu'ils avaient depuis assez longtemps, que la direction mette en œuvre un plan assurant les mêmes conditions et la même protection, non seulement aux salariés d'Airbus dans la région de Toulouse, mais aussi à tous les sous-traitants et consultants qui intervenaient sur les sites d'Airbus. Donc des fois c'est des grosses entreprises, des fois des tout petits sous-traitants. Donc il y a eu un vrai plan avec un mécanisme de mise en œuvre et de contrôle qu'ils ont obtenu, entre autres grâce à cette loi. Donc ça illustre la diversité des usages. Je pense que j'étais un peu long, donc je vais aller rapidement sur le dernier point. Donc, deuxième point, il ne faut pas se voiler la face, cette loi, c'est une petite loi, je disais, elle crée plein d'opportunités utiles, ça crée une nouvelle arme pour les gens qui cherchent à améliorer les pratiques des multinationales, mais elle intervient évidemment dans un contexte, notamment en France, mais ailleurs aussi, où il y a d'autres lois qui viennent un peu contrecarrer les objectifs de cette loi. J'en nommerai deux. Voire trois. La première, c'est la question du secret des affaires, donc vous connaissez tout autant que nous en France. Donc, le secret des affaires a déjà été utilisé par des entreprises pour refuser de divulguer certaines informations dans leur plan de vigilance, en disant que s'ils le divulguaient, ça portait atteinte à leur secret des affaires. Donc il y a un risque de conflit entre diverses lois. Une autre loi, c'est c'est assez franco-français, je ne sais pas dans quelle mesure ça s'applique ici ou ailleurs, mais c'est la question des réformes du Code du travail de 2016 et 2017 en France, qui ont quand même réduit fortement les capacités d'expertise, de droit à l'expertise et à l'information des instances représentatives du personnel dans les entreprises. Et donc du coup prive du même coup les moyens de se saisir de cet outil qu'ils auraient eu s'ils avaient les mêmes moyens de faire appel à l'expertise financée sur un budget propre, etc. Donc ce que les syndicats ont obtenu, et notamment la CFDT a beaucoup soutenu cette loi pour renforcer un peu l'idée de la cogestion au sein des entreprises en France. Du coup, la réduction des moyens des comités d'entreprise a un peu privé la CFDT, les institutions représentatives du personnel des moyens de mettre en œuvre ça. Et les syndicats, il faut le dire aussi, il ne faut pas se voiler la face, ont été très déçus et espéraient beaucoup que les directions d'entreprise élaborent les plans de vigilance et leur mise en œuvre en lien étroit avec les syndicats. Et ça a été très peu le cas malheureusement. Et donc c'est un des défis des prochaines années de pousser les entreprises à vraiment élaborer ces plans de vigilance de manière plus démocratique. À la fois au sein de l'entreprise et aussi évidemment à l'extérieur de l'entreprise. Voilà pour ce qui est. Donc il y en a d'autres, mais je ne vais pas m'attarder. Pour finir très rapidement, donc cette loi, j'ai dit à quel point elle était importante, que c'était un peu une loi pionnière en France parce qu'elle levait ce verrou sur lequel beaucoup de gens travaillaient depuis des années au niveau international. Il y a d'autres processus en cours et en un sens. En France, on nous a beaucoup dit au moment où on a poussé pour cette loi que ça n'avait aucun sens de faire cette loi seulement en France, que ça allait nuire à la compétitivité des entreprises. Vous allez l'entendre, vous l'entendez déjà au Luxembourg évidemment aussi.
et du coup qu'il fallait intervenir au niveau, il fallait commencer au niveau européen, ce qui évidemment n'arrivera jamais parce que le niveau européen ne bouge que si des pays bougent. Mais en l'occurrence, d'autres pays ont bougé, le Luxembourg, d'autres pays, la Finlande, c'est aussi au programme de la coalition gouvernementale. En Allemagne aussi, là l'initiative vient à la fois de la société civile mais aussi d'un des deux ministères économiques qui ont commencé à réfléchir à une loi de ce type. En Suisse, aussi une campagne de la société civile a porté une proposition assez similaire à la loi française. Elle est en cours de négociation, elle donnera peut-être lieu à une votation citoyenne. Et du coup, le fait que ça bouge dans beaucoup de pays européens, ça incite la Commission européenne à envisager peut-être de légiférer dans ce domaine. Donc ça fait partie des choses qui ont été évoquées au moment des auditions de la nouvelle Commission. Donc voilà, donc ça prouve que ça valait le coup de commencer par la France et que très vite ça a suivi derrière. Et au niveau international, il y a aussi un projet de traité dans ce sens qui est aussi une manière de chapeauter un peu le tout, qui est en négociation aux États-Unis, là aussi dans un contexte de forte opposition des milieux d'affaires et de certains États comme les États-Unis, dans une moindre mesure la Russie, la Chine et aujourd'hui le Brésil. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait que ça ait bougé en Europe, ça a un peu forcé l'Europe qui, les fois précédentes où ce sujet était à la table des Nations Unies, était poussé vraiment contre l'idée de réguler les multinationales. Cette fois, ils sont un peu plus embarrassés parce qu'ils savent très bien que dans leur pays même, ils le font. Et donc, ça crée à ouvrir cette fenêtre d'opportunité. Donc voilà, donc pour toutes ces raisons, cette loi qui a été adoptée, c'est important de raconter comment elle a été élaborée, les enseignements qu'on peut en tirer, et puis en quel sens ça a été une réussite, mais évidemment c'est une étape et la mise en œuvre effective de cette loi sera tout aussi difficile et est tout aussi difficile que son adoption. Et sur tous les terrains que j'ai dit, voilà, la longue marche continue. Je vous remercie. Alors, merci. Alors, je pense que les questions, commentaires vont être assez nombreux, donc je vous propose de les prendre par série de 3. Donc, levez la main et je vous apporterai le micro. Je vous demanderai juste d'être assez concis pour que tout le monde puisse s'exprimer. Donc, je ne sais pas s'il y a des volontaires qui veulent démarrer. Oui. Bonjour, moi j'ai une question parce que vous êtes journaliste et je me demandais quel rôle ont joué les médias en France. Est-ce qu'ils ont suivi avec intérêt la campagne de la société civile et des différents groupes? Est-ce qu'ils ont critiqué la campagne? Comment ils sont positionnés? Ou comment est-ce que ça a évolué au niveau du processus et de l'attention des médias? Est-ce qu'il y a une autre personne pour... Oui. Je m'appelle Leïla Adami. Moi, c'est juste un commentaire. Bravo. Je tiens à vous dire bravo pour cette analyse. Et c'est ce que je m'attendais, parce que je suis intéressée par la RSE. Et donc, en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui mettent l'étiquette RSE. Et donc, j'espère vraiment qu'au Luxembourg, on va mettre en place cette loi. Merci. Une autre question, commentaire? Oui. Bonjour, moi j'ai une question simple, c'est combien d'entreprises sont concernées par le fait d'édicter ce plan de vigilance? Et une dernière pour la série de 3 ou... Pas de... Oui. Oui. Moi aussi, juste une question simple. Si une multinationale fait appel à un sous-traitant, le sous-traitant, il est soumis au droit local. Donc juridiquement, je ne vois pas où est le... Je n'ai pas bien compris où est le levier pour voilà. Ok, je réponds là. Alors, donc sur le rôle des médias, je pense que il y a deux choses. Bon, comme je disais, c'est un sujet sur lequel il est difficile d'être contre le principe d'une loi de ce type. Donc le traitement médiatique de la loi, quand il y a eu traitement médiatique, il était généralement assez favorable. Ensuite, il y a tout un autre aspect du rôle des médias qui est le débat d'idées. Donc il y a beaucoup du débat, voire du lobbying autour de la loi qui est passé par les tribunes, notamment dans la presse économique, signé par des cabinets d'avocats d'affaires, etc. Et ça, c'est... Voilà. Je disais, je parlais brièvement de la capacité de la société civile à tenir, mais une partie de le fait de tenir, c'était de répondre systématiquement, de mener la bataille des idées, en fait. C'était très important.
Mais à part ça, la difficulté pour les médias, c'est plutôt c'est un processus long, donc c'est difficile pour un média, notamment pour les médias traditionnels, de maintenir l'intérêt constamment. Je sais pas, sans rentrer dans le détail, en France, donc c'est passé devant le Parlement, devant le Sénat, devant le Parlement, devant le Sénat, de nouveau devant le Parlement, de nouveau devant le Sénat, avant d'être voté final. Donc au bout d'un moment, même moi en tant que journaliste, je commence à me demander, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire cette fois? On sait très bien que la procédure doit mener son cours. Donc les médias ont été ont soutenu, mais bon, ils n'ont pas été moteurs sur ce fait. Comme j'ai dit, il y a quand même eu des cas très importants en France qui ont occupé l'attention du public, et les ONG, les syndicats ont toujours fait attention à bien mettre donc évidemment le cas du Rana Plaza, il y a eu le cas de Lafarge et de l'affaire de sa cimenterie en Syrie, il y en a eu quelques autres. Donc les ONG ont toujours fait attention de bien connecter la loi aux affaires du jour, disons. Mais voilà, médiatiquement, ça a été une lutte de faire vivre cette loi, mais les ONG ont aussi une stratégie consistant à rappeler toujours au gouvernement français que l'opinion publique et les médias soutenaient cette loi. Donc ils ont commandé des sondages, par exemple. Enfin, ça jouait un rôle dans tout l'arsenal des moyens qui ont été déployés, ça jouait un rôle, effectivement. Sur le nombre d'entreprises concernées, alors ça, c'est un des sujets clés de la mise en œuvre de cette loi. En fait, on n'est pas sûr. Bizarrement, le gouvernement français a toujours dit qu'il ne savait pas le nombre d'entreprises concernées, qu'il n'avait pas une liste du nombre. Donc c'est un débat même à ce jour. Juste à la fin de l'année, il y a eu une lettre ouverte des ONG sommant le gouvernement de publier une liste du nombre d'entreprises concernées, parce qu'il faut croiser certains fichiers. Normalement, l'information est évidemment là, mais bon, ça montre la mauvaise volonté gouvernementale de mettre en œuvre cette loi, enfin, ou d'aider à la mise en œuvre de cette loi. Du côté des ONG, par contre, elles ne sont pas tout à fait restées inactives. Elles ont créé un site qui s'appelle plan-vigilance.org. Vous pouvez aller voir, où ils ont commencé à répertorier le nombre de multinationales qu'elles avaient repérées qui étaient soumises à la loi, et celles qui avaient publié un plan de vigilance en donnant un lien vers ces plans. Donc je ne sais pas combien il y en a, peut-être qu'il y en a entre 150 et 200 aujourd'hui, je dirais. Je n'ai pas été vérifié récemment. C'est sans cesse mis à jour, et on estime entre 300 et 500 le nombre d'entreprises potentiellement concernées. Donc à la fois, et ça c'est important, je l'ai mentionné, mais il faut le souligner, des entreprises françaises ou des filiales d'entreprises pas françaises qui ont plus de 5000 salariés en leur sein ou dans leur propre filiale, etc. etc. Donc ça vise les sociétés, donc c'est assez large, mais il y a quelques montages juridiques un peu compliqués qui échappent à la loi. Par exemple, Lidl, ils ont, je connais pas le détail, mais ils ont un montage vraiment assez bizarre avec des fondations, des sociétés, etc. Et du coup, ils sont hors du champ de la loi. Et bon, évidemment, je pense qu'au Luxembourg, ce sera aussi une autre question de la forme juridique, comment bien capturer la cible que vous voulez capturer. Donc les seuils qui ont été retenus, finalement, parce que c'est pas ce que souhaitaient ceux qui portaient la loi, mais ça a été retenu finalement, c'est le seuil par salarié, donc au minimum 5000 salariés en France, ou donc en propre ou dans les filiales, ou 10 000 salariés dans le monde. Et alors que les ONG souhaitaient des seuils beaucoup plus bas. Et sur la question de la responsabilité de ces sous-traitants, en fait, oui, c'est la responsabilité des sous-traitants, mais là on parle de la responsabilité de la multinationale. Donc la responsabilité du sous-traitant n'exonère pas la multinationale de la responsabilité, quand c'est elle qui est objectivement responsable d'avoir fait une commande en disant on veut 1 million de t-shirts pour demain à tel prix, ce qui crée des conditions de travail de fait inacceptables. Donc pour l'instant, on peut théoriquement faire condamner un sous-traitant. Au Bangladesh, il y a eu des procédures judiciaires suite au Rana Plaza. Il y a je pense le propriétaire de l'immeuble, il s'est enfui du Bangladesh pour échapper à sa responsabilité, mais on ne peut pas mettre en cause les vrais responsables, entre guillemets, qui étaient les donneurs d'ordre comme H&M ou d'autres. Donc ça fait compléter le droit. Justement, jusqu'ici, les multinationales avaient tendance à dire c'est un problème de droit local, tournez-vous vers les sous-traitants. Là, ça vise précisément à cibler la responsabilité des multinationales en tant que donneurs d'ordre et société mère. Très bien. Alors on peut passer à la deuxième vague, s'il y a des volontaires. Oui. Oui, j'ai bien compris votre remarque sur l'aspect dilatoire que pouvait avoir la tentative de passer à l'étage supérieur européen. Malgré tout, je pense qu'il n'y a pas moyen d'y échapper pour imposer quelque chose, d'autant que
le Luxembourg est peut-être un petit pays, mais il y a un commissaire luxembourgeois qui est en charge du droit social au niveau de la Commission européenne. Et donc, je me demandais ce qui pouvait être fait ici au niveau local pour forcer ce monsieur, socialiste, si ça veut dire quelque chose, à prendre ses responsabilités. D'autres questions? Oui. Merci. Qu'est-ce que vous allez répondre aux fonctionnaires et aux politiciens, que ce soit ici au Luxembourg ou sur le plan européen, quand ils disent « Ah non, il faut prendre abstraction d'une loi nationale parce que, je cite, on risque de créer une mosaïque à travers l'Europe. Il faut surtout aller dans la direction d'une réglementation européenne. » Qu'est-ce que vous leur répondez? Parce que vous avez bien cité l'exemple existant et d'autres qui vont venir. Quels sont les arguments à partager? Dernière dans la série, oui. Encore moi. Là, c'est la CETA. Que pensez-vous de la CETA? Est-ce que ça pourrait empêcher, en fait, de mettre en exécution cette loi? Alors, sur la question européenne, je pense que d'emblée, pour les députés, la société civile qui portait cette loi, ils n'ont jamais dit que ça suffirait de le faire en France. Mais l'idée, c'était, et je pense que d'une certaine manière, comme je l'ai un peu dit, ça s'est avéré juste, c'est que l'Europe ne bougerait pas s'il n'y avait pas des pays, notamment un grand pays comme la France, qui commençait à bouger. Et que ça créerait un effet d'entraînement, et je pense que ça s'est vérifié, au sens où on voit maintenant plusieurs pays qui bougent. Mais évidemment, c'est important d'avoir tous les étages de l'échelle, et c'est évidemment beaucoup plus important encore pour un pays comme le Luxembourg. Donc la dynamique est en cours. Ensuite, donc, il y a les ONG... Donc, pour rentrer un peu dans la... Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans les coalitions européennes ici, donc ils me contrediront et ils confirmeront ce que je dis. Mais ce que disent beaucoup les Français, c'est que l'apport de cette loi française, c'est d'avoir posé la barre assez haut par rapport à ce qu'était la culture de base des gens qui travaillent sur ce sujet au niveau européen. C'est-à-dire, les gens qui travaillaient sur ce sujet au niveau européen, ils avaient plutôt tendance à privilégier des approches par secteur, donc travailler sur la déforestation, par exemple, le travail des enfants, ou des approches, parce qu'il y a toujours cette logique au sein de beaucoup d'ONG, dans la culture de beaucoup d'ONG, de viser des objectifs atteignables, donc d'avoir peur de viser des objectifs trop ambitieux, donc qui fait qu'on s'épuise parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, etc., etc. Et l'avantage d'avoir commencé par une loi ambitieuse, c'est aussi de mettre la barre un peu plus haut par rapport à une commission qui est clairement, une commission européenne qui est clairement plutôt tiède sur le sujet. Elle a déjà été interpellée par le Parlement européen sur le sujet, je ne sais plus en quelle année, 2014-2015. Elle a dit qu'elle a répondu explicitement que de son point de vue, il n'y avait pas lieu de créer une législation dans ce domaine de la responsabilité juridique des multinationales. Donc voilà, moi je dirais... Pour autant que je connaisse la question, disons, de la fabrique des décisions européennes, que c'est évidemment l'échelon européen il est crucial. Il est crucial pour assurer un level playing field, comme on dit en anglais, au niveau européen. Et aussi pour les dynamiques internationales que j'ai dites, c'est très important au niveau de l'ONU que l'Europe bouge et qu'elle soit obligée de se différencier des États-Unis, de la Russie, etc. Et c'est un des États. Et le fait de commencer au niveau national, c'était une stratégie, et c'était stratégiquement utile aussi pour le niveau européen, je dirais. Mais c'est voilà. Et sur le CETA, effectivement, c'est ce que je disais. J'ai pas mentionné quand je disais qu'il y avait des évolutions législatives qui allaient un peu dans le sens inverse de la loi sur le devoir de vigilance en France, et quand je disais que les multinationales savent instrumentaliser le droit et se faire créer des droits un peu favorables à leur intérêt, le CETA les accords de commerce et d'investissement de manière générale, c'est l'exemple type du droit que se créent les multinationales avec l'aide d'États souvent pour favorables à leurs intérêts.
Effectivement, il y a le risque, mais comme pour toute législation, qu'elle soit environnementale, sociale, qu'un jour, imaginons que Expio Logistics se fasse condamner dans le cadre de la loi sur le devoir de vigilance par rapport au cas que j'ai évoqué tout à l'heure pour atteinte aux droits des sous-traitants, et se fasse condamner à une grosse amende pour dédommagement de tous leurs sous-traitants. Bon, je ne connais pas le cas exactement, donc j'imagine des sous-traitants roumains ou je ne sais pas quoi, qui reçoivent des grosses sommes, et ça chiffre en millions. Expio Logistics, il pourrait très bien se saisir du CETA ou d'un autre traité pour dire voilà, c'est une atteinte illégitime à nos profits, une législation illégitime, c'est possible. C'est possible comme pour toute législation sociale et environnementale, comme je l'ai dit. Donc c'est un danger, ça ne mènera pas forcément à une annulation de la loi en soi, quoi. Mais c'est une contre-arme, disons, des multinationales, comme Chevron l'a utilisé contre l'Équateur, pour le cas que j'ai évoqué au début. Il y avait encore la question sur le commissaire européen Nicolas Schmitt. Ah oui. Non, c'est clair. Non, je pense effectivement il y a tout un. Justement, il y a un travail. La société civile se mobilise, les syndicats à l'échelle européenne ont pris position sur la question. Ensuite, je suis passé d'assez près pour évaluer un peu le niveau de priorité de ce sujet-là pour les fédérations syndicales européennes, mais bon, en tout cas, ils se sont prononcés sur la question. Et donc il y a une campagne qui est en train de se monter. Le sujet est clairement à l'ordre du jour européen, donc ça fait partie de notre mission à tous, entre guillemets, à toutes, de mener cette bataille aussi au niveau européen. Et tous les gens qui ont mené la bataille pour cette loi en France sont maintenant mobilisés à l'échelon européen, à la fois pour faire pression sur le Parlement, la Commission européenne, mais pour faire pression aussi sur les États, parce que quand on parle de l'Europe, il y a aussi l'instance décisionnaire la plus critique souvent, quand on touche aux intérêts des multinationales, reste le Conseil, donc les États membres. Donc ça fait la bataille, pour vous, en un sens, la bataille doit être menée un peu aux deux échelons à la fois. Alors, d'autres questions? Oui. Merci. Peut-être moins une question qu'une remarque pour compléter ce que vous venez de dire au niveau européen. Je veux dire, le commissaire européen qui a en charge la problématique du devoir de vigilance, ce n'est pas celui qui s'occupe des affaires sociales, mais malheureusement, c'est celui qui s'occupe du droit, quoi. Donc c'est en l'occurrence un ancien ministre libéral belge, Didier Reynders, qui lui s'est déjà effectivement prononcé pour la mise en place d'une législation européenne, en tout cas pour entamer les discussions sur une législation européenne sur le devoir de vigilance, quoi. Maintenant, c'est en même temps un des problèmes, c'est que ça se retrouve justement dans le ressort juridique et pas dans le ressort social, quoi, où ça devrait être effectivement placé, quoi. Maintenant, je pense que ce que vous avez signalé, c'est qu'une des points intéressants plutôt de la législation française, c'est effectivement la mise en place d'un plan de vigilance, avec, je dirais, l'aspect négatif ou restrictif, qu'il n'y a rien d'obligatoire. Donc, je veux dire, tout à l'image de ce qui se fait au niveau de la RSE, au niveau des différentes certifications, 26 000 et autres, c'est qu'on n'impose rien, contrairement à d'autres certifications, mais que l'entreprise choisit ce qu'elle a envie de choisir comme point, et qu'elle n'a pas d'obligation. Enfin, si, il y a une obligation de faire ce qu'elle dit, mais il n'y a pas d'obligation, effectivement, de résultat, quoi. Alors, toute dernière remarque, je veux dire, je pense qu'on a au niveau de la plateforme qu'on a mis en place ici au Luxembourg, on essaye de faire un peu les deux, donc de faire du lobbying, mais dans le sens positif au niveau local, mais on essaye aussi de contribuer ou de continuer à travailler au niveau européen avec les différentes plateformes qui existent, parce qu'on pense effectivement qu'il faut agir. C'est un petit peu pour répondre à la question du collègue, parce qu'on est persuadé qu'il faut effectivement agir au moins sur les deux niveaux, quoi. Voilà. Merci. Alors, d'autres questions? Oui. Oui. Au niveau européen, je me demande comment il n'y a pas encore une autorité de vigilance sur la responsabilité des multinationales. Et s'il est envisageable une proposition, ça pourrait être une solution, ça pourrait être une idée, je ne sais pas. Comme il y a beaucoup d'autorités de vigilance par rapport à plusieurs sujets, mais là c'est un sujet vraiment important.
Une dernière pour la série. Sinon, je peux répondre. Oui. Je réponds. Oui, sur votre point, donc c'est sur la teneur du plan de vigilance. Ça, c'est un point effectivement important et un peu en discussion. Vous dites c'est pas obligatoire, il n'y a pas d'obligation de résultat. Bon, ce sera testé, c'est intéressant, ce sera testé devant les tribunaux, mais la mise en œuvre effective, ça peut se substituer quand même à l'obligation de résultat. Et en fait, sur la loi, effectivement, la loi française, elle est très brève sur ce que doit contenir le plan de vigilance. Elle évoque la possibilité qu'un décret soit passé pour préciser davantage la teneur, mais maintenant, quand on parle à beaucoup des gens qui ont poussé la loi, ils sont plutôt contents que la loi soit brève. Pourquoi ? Parce que, ils ont peur que si le gouvernement dit qu'il doit être dans le plan de vigilance, le gouvernement, parce qu'ils ont plein de mauvaises expériences, s'en restreigne vraiment au minimum et qu'ils pensent qu'il n'y a plus de potentiel si les multinationales sont devant l'obligation de dire ce qu'elles doivent faire, qu'elles ne soient plus dans une démarche justement où il faut cocher des cases, mais qu'elles doivent vraiment réfléchir et qu'elles soient sommées par la justice d'alimenter le contenu de leur plan, et donc elles pensent qu'il y a plus à gagner. Bon, ça prend plus de temps évidemment, mais je pense qu'au final, ce sera mieux, la teneur des plans de vigilance sera meilleure si il y a ce processus d'être testé par la société civile, d'être testé par la justice éventuellement. Et par contre, effectivement, je pense qu'il y a un point qui est crucial, que je n'ai pas mentionné, c'est que donc la loi précise plusieurs aspects du plan de vigilance, donc une cartographie des risques pour l'environnement, les droits humains, la sûreté des personnes, des mesures pour remédier à ces risques, et un suivi de la mise en œuvre effective de ces mesures. Mais il y a un point vraiment crucial, et de manière intéressante, c'est le seul sur lequel la loi dit qu'il doit être élaboré en partenariat avec les organisations syndicales et les institutions représentatives du personnel. C'est un mécanisme d'alerte sur les droits. Donc vous connaissez ça par cœur en Luxembourg. L'alerte est cruciale, et on observe pour l'instant. Et là, moi, j'attends vraiment que les syndicats se saisissent du sujet, parce que c'est un point crucial, et c'est dans la loi qu'ils doivent être consultés. On observe que c'est vraiment le point le plus faible pour l'instant de la mise en œuvre de la loi. C'est que les entreprises, elles ne veulent évidemment pas mettre en œuvre un vrai processus de recueil des alertes indépendants sur les atteintes aux droits humains et à l'environnement, parce que la vraie boîte de Pandore, en un sens, dans cette loi, elle est là. Parce que si les salariés sont justifiés à signaler des choses sans crainte de représailles, c'est ça. Et ça, c'est vraiment un point, je pense, sur lequel on a encore à travailler, c'est la question du mécanisme d'alerte et de s'assurer qui évidemment rejoint beaucoup d'autres débats au niveau français-européen sur la protection des lanceurs d'alerte, etc. Sur l'autorité de vigilance, effectivement, ça peut faire partie, en fait, je pense qu'on discutait de niveau européen, et ce qui est intéressant, c'est qu'entre les différentes initiatives dans différents pays, justement, il y a différentes pièces du puzzle, et il y a un exemple de gens qui réfléchissent au niveau européen à ça, c'est en Catalogne. Donc la Généralité de Catalogne réfléchit justement à la question de la responsabilité des entreprises qui ont leur siège en Catalogne. Et elles ont envisagé la création de ce type d'entité, une autorité de vigilance chargée de rassembler des informations sur les multinationales qui ont leur siège en Catalogne, les éventuels scandales, à la fois pour orienter leurs aides publiques et leur marché public. Ensuite, est-ce que ça tiendra au niveau du droit européen, c'est une autre histoire. Mais effectivement, ça peut faire partie de... Mais bon, ça, c'est une ambition énorme, s'assurer qu'elles soient indépendantes, qu'elles aient les moyens de mener à bien une mission aussi énorme. Ça fait partie, effectivement, de l'arsenal qui viendrait compléter une loi de responsabilisation des multinationales, c'est clair. Et sur la question du traité, au niveau de l'ONU que je mentionnais plus tôt, effectivement, une partie de la société civile porte cette revendication de la création d'une vraie autorité internationale qui puisse rassembler ces informations, enquêter sur les multinationales, etc. etc. Parce qu'évidemment, tant qu'on n'a pas, ça recoupe par un autre bout ce que je viens de dire sur les lanceurs d'alerte, tant qu'on n'a pas accès à l'information, la loi, elle ne peut pas être mise en œuvre. Alors, y a-t-il encore des volontaires pour une dernière séance, voire plus, hein, je sais pas. Sinon, on peut passer... Ah oui. Oui, non, moi j'avais deux exemples en tête, mais je ne sais pas si c'est vraiment à propos pour des questions environnementales. C'était, par exemple, Lafarge. Par exemple, les entreprises qui payent des taxes carbone. J'ai lu, je ne sais plus, quelque part, que Lafarge
acheter des crédits à d'autres entreprises qui s'en servent pas. Du coup, ça leur permet de polluer plus. Peut-être. Est-ce que comment ça fonctionnerait avec le devoir de vigilance? Justement, d'un côté, si on paye, on a le droit de polluer, et puis de l'autre, où est le seuil? Et puis, je sais pas, je pensais à une entreprise comme Ferrero qui utilise de l'huile de palme, donc indirectement encourage une catastrophe, une déforestation massive, et voilà. Donc pour ces deux cas-là, je veux dire comment ça peut fonctionner, quoi. Alors pour Lafarge, bon, c'est encore pire. Pardon. Je peux juste rajouter un cas aussi de Total, en fait, en Algérie, qui a commencé à expérimenter de la fracturation hydraulique pour exploiter le gaz de schiste, et qui risque de polluer une nappe phréatique qui est très très importante, et du coup mettre en danger toute la population locale. Donc je ne sais pas comment on peut peut-être, parce que c'est en partenariat avec la Sonatrach, qui est la principale entreprise algérienne, qui est la principale exploitante du gaz et du pétrole. Encore une question? Ah oui. Je rejoins en fait ces hommes-là concernant aussi les entreprises qui veulent améliorer entre guillemets le climat. Donc on produit plus de voitures électriques et on détruit en fait une partie de l'Afrique, travail des enfants, etc., etc. Donc c'est une contradiction mais incroyable des êtres humains. Et voilà. Donc. Alors. Donc effectivement c'est intéressant de tester la loi sur des cas particuliers. Donc sur Lafarge, c'est encore pire que ça en fait. Lafarge et d'autres entreprises comme ArcelorMittal que vous connaissez bien ici, non seulement ils achètent des crédits carbone à d'autres, mais ils reçoivent des crédits carbone gratuits dans le cadre du système européen de marché carbone. Et c'est surtout sous prétexte d'éviter la délocalisation des industries polluantes hors d'Europe, etc., etc. Et c'est surtout ça, ils sont assis sur parce que pendant des longues années, le prix du carbone dans le marché européen était très bas. Ils les ont accumulés, et ils sont assis sur une masse énorme de crédits carbone qu'ils ont eu gratuitement et qui valent un peu d'argent et qui en valent de plus en plus parce que ça a remonté. Ensuite, là, effectivement, on est dans un cas où c'est un système légal européen. Donc, sur le fait de profiter de crédit carbone, on ne pourrait pas mettre en cause Lafarge. Par contre, Lafarge, qui est un des plus gros pollueurs mondiaux parce que l'industrie en termes de gaz à effet de serre, parce que l'industrie cimentière, c'est comme l'industrie pétrolière, la principale industrie émettrice de gaz à effet de serre, pourrait être cité dans un des procès climatiques comme celui contre Total qui a été lancé aujourd'hui. Il me semble d'ailleurs qu'aux Philippines, il y a eu un procès climatique qui a été lancé. Il me semble que Lafarge est cité dedans parmi les entreprises. En gros, c'est les 30 plus gros pollueurs au niveau de la planète et Lafarge est les 30 plus gros pollueurs. Donc ça, la loi sur le devoir de vigilance, parce qu'elle est formulée de manière large, comme j'ai dit, elle pourrait permettre de cibler Lafarge sur la question de l'impact climatique, mais pas tellement sur le fait qu'elle profite d'un système légal qui est le marché du carbone. Tant que c'est un système légal, ensuite on peut le compter. C'est comme ce serait difficile, pour prendre un sujet local, d'utiliser cette loi contre des faits d'évitement fiscal. Parce que c'est légal ou c'est la zone grise du légal, et si c'est pas légal, il y a déjà des lois qui couvrent sur la fraude fiscale. Donc c'est pas une loi qui pourrait être utilisée pour mettre en cause je sais pas qui évite l'impôt avec une filiale je sais pas où, etc., aux Pays-Bas, ou au Luxembourg ou ailleurs, quoi, aux Bermudes, etc. Ça, c'est pas trop, effectivement, ça peut être testé, on verra, mais c'est pas trop sauf si on prouve vraiment que cet évitement fiscal, il a mené directement à des violations de l'environnement et des droits humains. Alors là, c'est évidemment tout à fait autre chose. Par contre, les autres cas que vous avez ciblés, ça rentre clairement dans le cadre de la loi. Ferrero, sur l'huile de palme, l'approvisionnement en huile de palme et le fait que, typiquement, une entreprise comme Ferrero, ils sont un peu plus cyniques, ils le font pas trop, mais bon, beaucoup d'entreprises de l'agroalimentaire disent, nous, notre huile de palme, elle est responsable, il n'y a pas de problème, elle est géniale. Donc, typiquement, c'est ce qu'une entreprise comme Total ou Danone ou d'autres qui importent de l'huile de palme en France inscrit dans son plan de vigilance. On a mis en place
un code de conduite pour s'assurer que notre huile de palme, pardon, elle est responsable. Et donc un cas où on pourrait prouver que Total sait très bien qu'elle s'approvisionne en huile de palme dans une plantation illégale qui a occasionné de la déforestation, ça pourrait être ciblé par cette loi sur le devoir de vigilance. C'est pas sur l'huile de palme, mais sur le soja, par exemple. C'est une des idées, donc suite aux incendies qu'il y a eu en Amazonie l'été dernier. Une partie des ONG réfléchissent à initier une procédure contre les importateurs de soja d'Amérique du Sud et d'Amazonie en particulier dans ce cadre-là, dans le cadre d'une loi sur le devoir de vigilance. Donc ça répond en partie à ce que vous disiez. Et sur Total en Algérie, effectivement, il y a atteinte aux droits fondamentaux des personnes, à leur sûreté, dans le cas de contamination de sources en eau qui sont indispensables pour les populations du Sahara, etc. Il y a atteinte à l'environnement, donc potentiellement, s'il y a une violation établie, c'est-à-dire on montre que Total a foré des puits par fracturation hydraulique et que ça a contaminé la nappe phréatique, que du coup ça a privé d'accès à l'eau tous les gens qui habitaient dans la région, ça tombe clairement sous le coup de la loi sur le devoir de vigilance. Alors, s'il n'y a pas de questions, non, je ne vois pas de loi qui se lève. Ben, merci encore pour votre intervention. Pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, on propose les dédicaces avec le livre qui est à côté. Et, ah oui, sinon, comme d'habitude, Madame M. Piccolo va changer l'écran, annoncer nos prochains événements. Ça passe pas? Si. Voilà. Donc, ceux qui s'intéressent au cinéma, on vous proposera à la Cinémathèque lundi prochain un documentaire qui a reçu de nombreux prix internationaux sur la question des droits humains dans la Syrie en guerre. Et on aura une discussion avec François Large de Caritas sur ce sujet. Et ici, à la fin du mois prochain, donc le 27 février, on va traiter de la question de l'effondrement qui fait beaucoup de couler d'encre, donc l'effondrement des civilisations liées à la question du dérèglement climatique, etc. Et on aura la chance de discuter avec Jérémy Cravatte du CADTM qui sort justement, entre autres, des questions des différents scénarios qu'on entend entre les scénarios, on va dire, survivalistes ou le scénario collaboratif. Et il va aussi poser la question qui est rarement posée sur des questions de l'effondrement, de la question politique, parce qu'on est souvent dépolitisé et on va voir que c'est une question qui est au contraire politisée, et aussi par rapport à la question financière, parce que vous allez voir qu'il y a aussi un lien qui n'est pas obligatoirement évident, mais voilà, si vous vous intéressez, ce sera donc le 27 février. Voilà, sinon maintenant je vous remercie, et pour ceux qui le peuvent, après on va faire un petit workshop sur, là c'est plus sur les questions vraiment spécifiques au Luxembourg. Voilà, bonne journée.